Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire organisé par Extend Business Consulting. On va parler aujourd'hui des effets de levier que le PIM, donc les solutions de Product Information Management ou gestion de l'information produit, peuvent apporter au secteur de la mode. Alors, avant de commencer le webinaire, quelques instructions sur le déroulement de ce séminaire web, pardon. Donc, on est ensemble pour environ une trentaine de minutes. Si vous rencontrez des problèmes techniques, vous pouvez utiliser la boîte de chat, de dialogue qui est située en haut à droite de votre écran. Vous pourrez également utiliser cette fonction de chat pour poser toutes les questions auxquelles vous souhaitez que nous répondions. Et je vous propose qu'on prenne l'ensemble de ces questions et qu'on y réponde au cours d'une session de questions-réponses à la fin du webinaire, de sorte qu'on puisse tenir le timing. Voilà, donc on peut commencer. Je vous propose qu'on commence par les présentations. Donc, je m'appelle Jean-Christophe Pochet, je suis consultant chez Extend Business Consulting. J'ai passé une grande partie de ma carrière auprès d'éditeurs de logiciels dédiés au monde de la mode, depuis le design jusqu'au retail, ce qui me procure une bonne connaissance des métiers de la mode et du luxe. Voilà, désormais, je mène différentes missions de conseil, notamment sur la partie développement produit, mais également sur tout ce qui est marketing et commerce omnicanal. Donc, c'est ce qui va nous rassembler aujourd'hui avec le sujet du PIM. Aujourd'hui, je suis exceptionnellement accompagné par un expert de ces solutions de PIM, notamment Frédéric Sanui. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-Christophe. Alors je me présente aussi rapidement. Donc Frédéric Sanui, je suis le dirigeant d'Activo Consulting, une jeune société de conseil que j'ai montée il y a un peu plus d'un an, dédiée justement au choix des solutions. Et on va le voir, effectivement, ce sont des choses qui ne sont pas si simples que ça. Avec aussi un passé de client pendant une vingtaine d'années en tant que DSI d'agence, de l'expérience aussi chez un éditeur. Et donc là aujourd'hui chez Activo, notre but est vraiment d'accompagner les marques, ce que l'on fait aujourd'hui là depuis un an avec quelques marques françaises sur le choix des solutions DAM, PIM et CMS. Merci Frédéric. Alors, encore quelques présentations sur notre cabinet rapidement. Donc, Extend Business Consulting, c'est un cabinet qui bénéficie d'une expertise à la fois sectorielle et métier. Donc, on adresse les clients des secteurs de la mode, du luxe et de la distribution spécialisée. On intervient voilà du cadrage stratégique à la fin de vie des produits, donc de la construction de l'offre et les développements produits jusqu'à l'omnicanalité en magasin et les sujets annexes, le CRM, clienteling, jusqu'au pilotage de la performance. On a une approche innovante, mais on est toujours très pragmatique et avec toujours une approche héroïste en tête. Alors, pour Activo Consulting, comme je le précisais, là, de façon illustrée, à partir de l'expression de besoin des clients, nous allons effectivement aider les clients dans la jungle aujourd'hui des solutions techniques, ce qu'on appelle le MarTech, identifier le bon couple DAM, Team, CMS avec le meilleur retour sur investissement, accompagner les clients dans le déploiement, donc avec une forte compétence technique. Ça reste aussi des outils techniques avec un accompagnement, formation, change, etc. Très bien, merci. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais replanter un petit peu le décor et mettre un petit peu de contexte autour de ce sujet du PIM. Et donc, sur l'histoire de l'omnicanalité, on est passé en une vingtaine d'années d'un mode où le commerce était exclusivement basé sur le magasin, donc un commerce monocanal, à un commerce où l'Internet est apparu, donc le e-commerce est arrivé, de gérer de manière très en silo, avec des équipes dédiées sur le e-commerce. Puis on s'est rendu compte qu'il devait y avoir des interactivités entre ces différents canaux pour finalement en arriver aujourd'hui à cette notion d'omnicanalité où le consommateur doit être au centre de toutes les attentions et où on doit faire attention de lui diffuser une information sur les produits qu'il va acheter, et ça sur l'ensemble des canaux concernés. Je voulais également mettre en avant quelques statistiques du marché, source de la FEVAD, les chiffres clés de 2019.
On a 58% des e-acheteurs, donc des gens qui achètent sur le web, qui achètent des produits de mode habillement. Ça, c'est une première statistique qui m'a paru importante de partager avec vous, puisque il y a encore quelques années, hein, des patrons de la mode nous expliquaient que vendre des produits sur des plateformes digitales paraissait complètement impossible, puisqu'il fallait que le consommateur puisse voir et toucher les produits. Donc on voit bien là, la puissance de ce commerce digital. 56% des e-acheteurs utilisent leur mobile pour consulter les informations produits. Ben oui, on s'aperçoit effectivement que le parcours du consommateur devient de plus en plus complexe, hein. Il peut consulter sur mobile, aller voir plus de détails sur Internet, passer en magasin pour voir le produit et puis revenir commander son produit sur un canal différent. Sans parler des réseaux sociaux ou des places de marché qui peuvent avoir leur rôle aussi. Autre statistique intéressante, hein, les deux dernières sont un petit peu doublées. 38% des e-acheteurs utilisent le retrait en magasin et 28% de ces acheteurs ont profité du retrait en magasin pour acheter d'autres produits. Donc ça montre aussi toute la force de l'interaction entre les canaux et les effets bénéfiques que ça peut avoir sur vos ventes. Donc, fort de tous ces constats, ce qu'on peut en tirer finalement, c'est que l'omnicanal, c'est plus une option. Aujourd'hui, l'information produit, elle doit être maîtrisée de manière à la diffuser, alors pas uniquement sur le magasin et sur le e-commerce, mais également à tout ce qui va être notion de partenaires, hein. Donc, des partenaires, ça peut être pour gérer les ventes wholesale, ça peut être des places de marché, ça peut être des plateformes pour le déstockage. Des partenaires, qui dit partenaire va également vouloir dire potentiellement contexte à l'international, donc on va devoir s'adapter à cette contrainte aussi. Mais l'information produit va pouvoir être diffusée également sur des catalogues, hein, sur la partie print, des publicités, les réseaux sociaux de toute évidence, le e-commerce en classique ou mobile, et puis les services clients qui vont devoir avoir une bonne connaissance de l'offre produit pour répondre aux questions potentielles des clients. Alors, avant de parler de PIM, ce qui nous a paru important, c'est de bien comprendre dans le secteur de la mode quel est finalement le circuit de cette information produit dans l'omnicanalité. Hein, on a en amont des données techniques qui ont été préparées par des équipes produits dans typiquement une plateforme PLM, hein, de gestion du cycle de vie des produits, ou à défaut, quelques acteurs de la mode continuent à travailler sur des fichiers Excel. Toujours est-il que dans le développement de la collection, on va devoir diffuser des informations pas uniquement techniques, mais aussi à vocation marketing et commerciale sur l'ensemble des canaux que vous voyez ici sur la droite de l'écran. Alors pour faire ça, il y a de nombreuses équipes qui vont intervenir dans ce cycle de l'information produit. Des équipes retail en charge de l'information produit diffusée au réseau retail en propre, hein, réseau magasin, des équipes wholesale qui vont être en charge des partenaires, des équipes e-commerce qui de la même manière vont de manière plus dédiée s'occuper de tout ce qui est commerce digital. Et puis éventuellement, des équipes marketing et communication qui vont s'assurer de la cohérence des messages diffusés, éventuellement des équipes de formation qui vont s'assurer de passer les bons messages aux équipes de vente en boutique. Et puis l'intervention également de sociétés externes. Alors ça peut être internalisé aussi évidemment, mais c'est souvent externe, donc des studios photos pour tout ce qui est prise de vue photo des produits, et des sociétés de traduction pour gérer les contextes internationaux et la traduction de toutes les données produits. Toutes ces équipes travaillent de manière pas forcément très coordonnée, la plupart du temps sur la base d'extraction Excel qui viennent des données produits. Donc on va récupérer les données produits techniques, on va essayer de s'échanger ces informations-là, mais on voit bien que ça va encore travailler beaucoup en silo. Sans parler de tous les médias, donc de toutes les images qui doivent être diffusées de la même manière. Donc on a une complexité qui se crée et qui voilà, peut résulter en incohérence produit ou en des produits
dont l'information n'est pas forcément cohérente et consistante entre tous les canaux. Alors justement, en plus de ça, un développement de collection, ça n'est jamais aussi linéaire qu'on le voudrait. Il y a sans arrêt des changements possibles dans les produits. Un fournisseur qui appelle en disant que finalement le tissu n'a pas passé le contrôle qualité, un prix qui va changer, etc. Donc tous ces changements qui interviennent au cours du développement de la collection devront être pris en compte et mis à jour dans l'ensemble de ces fichiers Excel destinés à être diffusés sur les canaux. Donc c'est vraiment un problème supplémentaire qui est très lourd à gérer et qui est très important pour assurer cette cohérence qu'on souhaite sur l'information produit sur les différents canaux. Alors, les problématiques qui résultent de ce travail peu collaboratif, c'est qu'on a des équipes qui continuent à travailler plus ou moins en silo, même si on essaye de se partager les données, on est appelé potentiellement à refaire finalement le même travail ou un travail similaire plusieurs fois. Et puis surtout, on risque de créer des incohérences entre les canaux ou éventuellement entre les pays si on est dans un contexte international. On fait face à des difficultés pour gérer toutes ces mises à jour lors de l'avancement de la collection et on risque de véhiculer de mauvaises informations. On a voulu vous illustrer au travers des schémas que vous voyez en bas de la diapositive des cas réels qu'on a pu relever en magasin et sur les sites web de certaines marques où vous avez la même robe en magasin et sur le site internet avec une description et un prix qui sont différents selon le canal. Bon, ce qui peut être quelque chose de voulu parce qu'on peut personnaliser les descriptions sur un canal ou sur un autre. Bon, on peut se poser la question de la pertinence de faire différent parce que c'est pas très clair pour le consommateur, mais surtout une composition matière différente sur le magasin et sur le site web, ce qui là crée une confusion totale et catastrophique d'un point de vue image. Une difficulté supplémentaire, c'est tout ce qui est gestion des images, des photos, des médias, puisqu'il va falloir identifier un rôle pour chaque image. Hein, on va avoir des besoins de voir le produit de devant, de dos, peut-être en vue 360 degrés. On va devoir pouvoir zoomer dans l'image pour pouvoir vraiment bien sentir la matière et donc disposer des images dans plusieurs niveaux de résolution. On va avoir des problèmes de gestion de stockage et essayer de trouver des solutions pour retrouver facilement l'ensemble de ces images. Et puis, chose importante également, s'appuyer sur les métadonnées pour assurer un meilleur référencement de vos produits basés sur les images. Alors, Frédéric, tu peux nous dire un mot sur la capacité d'utiliser les images pour le référencement? Oui, tout à fait. Ouais. Donc effectivement, l'image est véritablement au cœur de la problématique, comme l'a parfaitement expliqué Jean-Christophe, et qu'on a une notion de qualité d'image avec des images très très haute définition. Donc là, c'est aussi la particularité de ce métier. Et toutes les solutions ne sont pas aptes à être capables de gérer au-delà des volumes de stockage, en tout cas même la définition, et être capable de transformer ces assets dans différentes résolutions. Et pour en revenir aux métadonnées, comme on le verra un petit peu après, effectivement, elles sont au cœur de la problématique de la marque, puisque, comme tu le précises, Jean-Christophe, il faut les retrouver. Mais une autre problématique qui est intéressante, et là qui est vraiment au cœur du business, c'est que ces images, à un moment donné, vont se trouver exposées sur Internet. Et lorsque vous êtes sur un site marchand, que vous cliquez sur un visuel, vous verrez dans l'URL supérieure, vous allez pouvoir retrouver en fait le nom du visuel. Et ce nom de visuel est extrêmement important parce qu'il faut être capable d'appliquer une gestion de nom de telle sorte que par différents, ce qu'on appelle atomes dans le nom du visuel, on puisse identifier le produit, la catégorie, l'article, etc., une référence précise. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des codes EN, etc., qui sont aujourd'hui couramment utilisés, mais en tout cas, on va retrouver un produit, c'est quand même la finalité, comme on va le voir dans la diffusion. La gestion de la convention nom est extrêmement importante pour le référencement. Très bien, merci Frédéric.
Alors, toute l'idée de ce sujet du PIM dans la mode, c'est de savoir du coup comment on passe de de cette organisation un petit peu en silo et peu collaborative à ce concept où l'information produit devient complètement centrale et diffusable sur tous les canaux. Donc, la première chose pour bien s'organiser, eh bien, c'est de récupérer et centraliser l'information produit qui est déjà existante dans d'autres systèmes. Donc ici, on l'a illustré au travers du PLM dont on a déjà parlé tout à l'heure. Ce sont des informations qui pourraient très bien provenir d'un ERP ou de fichiers Excel, ou dans certains cas, dans le cas de produits en négoce, venir directement de la part des fournisseurs. Donc là, l'idée, c'est vraiment de récupérer la structure produit, toutes les informations techniques, les coloris, le thème, les vagues d'implantation, la composition, les matières, les tailles, etc. La deuxième étape, ça va être d'enrichir cette information. On dispose d'une information technique. Maintenant, les équipes wholesale, les équipes retail, les équipes e-commerce vont devoir enrichir cette information technique avec des informations à vocation plus commerciale et marketing. Donc, pour exemple, on va pouvoir s'adresser de manière différente sur un site e-commerce et un catalogue. Sur le catalogue en format papier, on ne va pas avoir une place illimitée, donc on va être obligé d'être dans une description un peu concise, alors que sur un site web, on va avoir toute la place possible et imaginable pour faire du storytelling et mettre en avant correctement ses produits. On va devoir enrichir également ces informations avec toutes les informations médias nécessaires pour les différents canaux, donc tout ce qui va être photo des produits, évidemment, photos portées sur mannequin, photos packshot, mais également des images d'ambiance, et pourquoi pas des vidéos ou des fichiers 3D. Et puis enfin, sur la base de ces informations enrichies, on va pouvoir organiser la diffusion de ces informations sur tous les canaux, mais on va pouvoir le faire de manière différenciée si c'est souhaitable, parce que par exemple, on va pouvoir organiser cette hiérarchie produit de manière différenciée en fonction du canal. Par exemple, dans un PLM, on a une organisation qui est assez figée, typiquement saison, département, famille, sous-famille. On va pouvoir récupérer cette hiérarchie produit pour la diffuser, par exemple, dans un catalogue papier, mais on va pouvoir se baser sur par exemple, toute autre hiérarchie pour le site web où on va plutôt diffuser les informations par vague d'implantation plutôt que par simplement catégorie de produits. Alors, l'ensemble de ce périmètre, centraliser l'information, enrichir l'information produit et diffuser l'information produit, c'est exactement le rôle et la couverture fonctionnelle d'une solution de gestion de l'information produit. Alors, une fois qu'on a dit ça, ce qui peut être intéressant, Frédéric, c'est que tu nous expliques aussi comment le PIM se positionne dans le reste du système d'information. Effectivement, mais je crois que tu l'as parfaitement présenté en termes d'aspect stratégique du PIM, dans l'enrichissement et la diffusion. Et comme on peut le voir sur ce schéma, aujourd'hui, le PIM a pris une place centrale à plusieurs niveaux. On sait tous qu'on a des multiples canaux d'entrée à gérer, notamment dans les grandes entreprises. On a toutes ces notions de ERP. La plupart des grandes entreprises ont aussi beaucoup d'informations dans des outils comme Salesforce, que je crois que tout le monde connaît, dans des bases particulières. Et à un moment donné, il va falloir agréger cette information pour, comme tu l'as effectivement précisé au départ, nourrir les différents canaux de e-commerce, de sites web, de réseaux sociaux. Donc le PIM est parfaitement au cœur de la data à ce niveau, comme on peut le voir, pour enrichir, diffuser, agréger, et va s'appuyer de fait, là aussi, sur une gestion d'assets, puisqu'on parle aussi de flux photo, qui est le DAM, Digital Asset Management, dont le rôle est véritablement là pour aider le PIM à maîtriser le processing des fichiers et à optimiser leur diffusion. Alors justement, tu parles de DAM, c'est une bonne transition. Tu vas nous parler un petit peu plus précisément du DAM et notamment
nous expliquer la nécessité en fait d'avoir un DAM lorsqu'on a un PIM ou non? Alors tout à fait. Alors effectivement, aujourd'hui, et on le verra après dans le cocktail des solutions proposées sur le marché, ça va dépendre bien entendu également du projet client, mais de plus en plus, on a des solutions tout en un qui essayent de tout faire. De notre côté, ce qu'on essaye, et en tout cas de mon côté notamment, à travers tout le travail que je peux faire aussi, à travers de conseils au niveau par exemple de la DAM Foundation, c'est de bien recentrer le rôle du DAM. Et le DAM, il a deux fonctionnalités essentielles. Comme on peut le voir, il y a une gestion d'entrée et de sortie, mais surtout, il y a une notion de gestion des fichiers, quels qu'ils soient. Et aujourd'hui, les médias sont riches. On ne parle pas simplement de photos, on parle de vidéos, on parle de photos de très haute résolution. Le- Quasiment tous les smartphones aujourd'hui vous font des photos déjà de très bonne résolution, des vidéos 4K. On parle aussi d'éléments 3D, on parle de fichiers plus dédiés type artwork, packaging, on parle d'HTML5, d'animation. Donc ce cocktail s'est au fil des années enrichi. Et donc il faut un système qui soit capable de processer ces fichiers, de les calculer, d'en faire un rendu et surtout d'avoir cette capacité de produire différentes résolutions. Aujourd'hui, la plupart des sites e-commerce doivent gérer entre une vingtaine et une quarantaine de résolutions différentes. Et bien entendu, l'aspect métadonnées. Cet aspect métadonnées est fondamental. Il va s'appuyer aussi bien sur des métadonnées standards qu'on appelle IPTC ou sur des métadonnées personnalisées relatifs au projet des clients. Le tout sous couvert de plus en plus, comme tu l'as parfaitement d'ailleurs montré, ce qu'on appelle de workflow ou de BPM, Business Process Mapping. L'idée, c'est quoi? Ces assets, à un moment donné, il faut les valider à l'ensemble de l'organisation à travers des jalons spécifiques. Très bien, merci Frédéric. Alors, quand on parle de solutions PIM et qu'on va regarder un petit peu sur Internet qui est présent sur le marché français, on s'aperçoit qu'on trouve facilement et sans trop chercher une quinzaine de solutions. Chacune a ses spécificités, hein, des très gros systèmes qui nécessitent des investissements très lourds jusqu'à des solutions plus simples avec des investissements plus légers. Chacune a encore une fois ses spécificités et du coup, Frédéric, est-ce que tu pourrais nous guider un petit peu dans quelles peuvent être les clés de choix pour choisir la solution qui va bien convenir à chaque besoin? Oui, tout à fait. C'est que effectivement, comme on peut le voir dans ce nuage, moi je suis assez, et je le dis toujours aux clients, il n'y a pas une solution qui répond à tous les besoins. Chaque client est une histoire particulière avec un business particulier. Donc effectivement, comme tu le précises, on parle aujourd'hui de solutions open source pour certains, des solutions entreprises. On a des écarts qui sont beaucoup plus importants que dans le DAM, typiquement en termes d'investissement. Mais là aussi, comme on l'a vu précédemment, le PIM est vraiment au cœur de la data chez le client. Donc les enjeux, la technologie derrière est plus complexe en tout cas à mettre en place. Maintenant, simplement, il faut de l'expérience à ce niveau-là, c'est-à-dire c'est effectivement ce que propose Extendre. Les clés du choix, ça va être en tout cas de choisir le système qui répond à l'expression de besoin client. Avec globalement, je dirais, trois points qui peuvent être assez génériques aujourd'hui à la plupart des systèmes d'information de la MarTech et ils sont aussi en parfaite corrélation avec ce que tu nous as expliqué au départ en termes de partage et de diffusion de l'information. Le premier point, c'est bien entendu l'expérience client. Il est absolument fondamental en 2020. Il est compliqué d'expliquer à un client de travailler sur quelque chose qui ressemble à une feuille Excel en ligne. Aujourd'hui, on veut de l'engagement. Pour de l'engagement, il faut de l'expérience, il faut une interface utilisateur, il faut de la responsivité, comme tu l'as parfaitement expliqué aujourd'hui. Et les derniers Black Friday ont montré pour la première fois que plus de 60% des gens commandaient sur un mobile. Donc les éditeurs doivent être conscients de ce fait-là. Expérience utilisateur. Le deuxième point, c'est la performance. C'est pas simplement la performance dans la gestion du nombre de produits. Et là aussi, c'est là qu'on va très vite faire la différence entre certains éditeurs de PIM qui vont être capables de gérer plusieurs milliers, ce qu'on appelle de SKU, de produits, jusqu'à plusieurs millions. Et évidemment, je dis toujours, ne faites pas confiance à une présentation PowerPoint. Il y a toujours l'aspect commercial et marketing où tout le monde sait tout faire. Mais cet aspect performance est vraiment important et surtout dans la mode, puisqu'on parle de capacité à transformer des visuels très haute définition en de multiples transformations.
En termes également donc de l'image, on l'a vu, d'écosystème. L'écosystème est au cœur de la problématique des marques aujourd'hui. On doit être capable de connecter très facilement son système, son PIM, son DAM au système d'information dans l'entreprise. Alors notamment en France, c'est beaucoup de SharePoint, de Microsoft 365. À ce niveau-là, l'écosystème est vraiment primordial. Et enfin, je dirais que, et c'est vraiment la finalité du PIM aussi dans la mode, c'est la syndication, donc c'est-à-dire la diffusion de l'information sur tous les canaux. On n'est pas rentré dans le détail technique, mais aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des API qui vont permettre de connecter la data à ces différents canaux. Il faut savoir que ces canaux font évoluer leur technologie et leur manière de transmettre l'information. Et là, c'est un vrai challenge technique, donc il faut être accompagné à ce niveau-là. Et je terminerai, ce qui paraît logique dans tout investissement, c'est les KPI, c'est-à-dire c'est la mesure de la performance de la solution et très rapidement, après une phase de, comme on va le voir, de RFP, de POC, être en capacité de mesurer la performance du système pour un meilleur retour sur investissement. D'accord, merci Frédéric. Alors, toi qui as fait beaucoup de projets PIM, je t'ai souvent entendu dire que la réussite d'un projet PIM, c'est 5% de technologie et 95% d'humain, puisqu'il faut arriver à mettre de nombreuses équipes à travailler dans une même plateforme. Du coup, entre ces difficultés donc liées au travail collaboratif en équipe et aux nombreuses solutions qui existent sur le marché, un accompagnement paraît nécessaire. Je pense que clairement, effectivement, comme tu disais, tout à chacun, on peut rapidement trouver une quinzaine de solutions de PIM sur Google. Bon, ça, c'est le Google là que tout le monde peut faire, tout à chacun, mais derrière, comme on l'a précisé, et finalement, cette présentation n'est que la représentation de cette complexité, de cette simplicité en même temps. Il faut être accompagné, il faut avoir des connaissances techniques sur le bon usage des technologies. Il faut être capable, en tout cas, et comme tu le précises, c'est mon adage effectivement, mais je crois que c'est l'adage de beaucoup de clients. La technologie, effectivement, ça fait tout, mais on parle de métier. Et très souvent, là aussi, les éditeurs sont quelquefois un peu en manque, comme le précisait d'ailleurs Steve Jobs il y a encore plus de 25 ans. L'expérience utilisateur, elle doit être au cœur de la solution. D'accord? Donc, il faut que la solution elle soit capable d'embarquer un minimum, ce qu'on appelle de configuration de base, de preset, pour citer le mot anglais, mais il faut également beaucoup d'agilité dans le déploiement de ces solutions et il faut être accompagné. Chaque client a son propre data model, chaque client a ses propres canaux de distribution, donc l'accompagnement pour une meilleure formation, pour un embarquement également de l'ensemble des équipes de l'entreprise. Tous ces projets de transformation digitale sont véritablement des projets d'entreprise où, comme on dit très souvent aujourd'hui, les métiers de demain n'existent pas encore, ils vont être créés et il faut vraiment pouvoir être accompagné pour emmener tout le monde. C'est toujours un travail d'équipe qui permet une réussite. Très bien, merci Frédéric. Alors, on touche presque à la fin du webinaire. Avant de vous laisser partir et surtout de répondre aux questions, je voulais un petit peu en conclusion vous livrer peut-être les 5 points qu'il faut retenir de ce séminaire. Donc, le premier, c'est, on l'a vu, hein, l'omnicanal n'est plus une option. Le consommateur attend une information produit complète, mais surtout cohérente entre tous les canaux. Hein. Le consommateur a un parcours de l'information avec désormais plusieurs points de contact, et donc cette information, elle doit être cohérente, consistante. Le deuxième point, c'est que le PIM est devenu vraiment un pilier du système d'information pour gérer le commerce omnicanal. On pourrait dire que l'autre pilier, c'est tout ce qui est OMS. On avait fait un webinaire sur ce sujet il y a quelques semaines. Le PIM, hein, Frédéric vient de l'expliquer, c'est un projet d'entreprise. Il faut arriver à impliquer différentes équipes et ça, c'est vraiment le facteur le plus clé du succès d'un projet PIM. On a vu aussi que l'intégration, le PIM, c'est pas un logiciel standalone, c'est une composante du SI qui devra être complètement intégrée avec le reste du système d'information et c'est fondamental. Et puis enfin, on l'a vu là aussi, il y a de nombreuses solutions qui existent sur le marché.
Il y a des pièges dans lesquels il est facile de tomber, donc on ne saurait que trop vous recommander de vous faire accompagner sur votre prochain projet PIM. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Avant de prendre vos questions-réponses, vous avez ici sur ce slide nos coordonnées, celles de Frédéric et les miennes. Je vous invite à nous appeler ou à nous envoyer un petit mail si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on creuse un sujet. Vous avez également notre site web. On a également une page sur LinkedIn et sur Facebook. Donc, venez voir régulièrement ce que nous y publions. Et puis, je voulais également communiquer sur notre prochain webinaire qui se tiendra le jeudi 19 mars à 10h30 et dans lequel on se demandera pourquoi le retail doit revenir à l'essentiel. Hein, c'est un webinaire qui sera largement basé sur l'analyse que nous avons fait du salon NRF qui s'est déroulé en janvier à New York et auquel nous avons assisté. Voilà, merci à toutes et à tous. On va prendre connaissance des questions. Alors, peut-être une première question qui nous est venue de Marc. Si j'ai déjà un PLM, puis-je l'utiliser pour des fonctionnalités de PIM? Alors, je te propose, Frédéric, je vais répondre à cette question-là. Alors, je pense que clairement, on a vu dans la présentation que PLM et PIM étaient plutôt complémentaires. Hein. Le PLM va être destiné davantage à gérer des informations de développement technique des produits, alors que dans un PIM, on va plutôt gérer des informations à vocation marketing et commerciale. Il y a deux points particulièrement sur lesquels je voudrais insister, c'est que dans un PLM, on n'a pas forcément je dirais, on dispose pas forcément des champs nécessaires à toutes ces descriptions commerciales qui sont nécessaires pour mettre un produit en vente sur du e-commerce ou même en boutique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que on a quand même beaucoup d'acteurs dans la mode qui sont présents sur des marchés internationaux et donc il faut arriver à traduire et à localiser toute cette information produit dans différentes langues et ça non plus, un PLN n'est pas forcément prévu pour ce mode de fonctionnement. Et puis enfin, et ce que Frédéric expliquait tout à l'heure, une des plus grandes complexités du PIM, c'est d'arriver également à gérer la diffusion automatique de cette information produit sur l'ensemble des canaux. Et là, on peut vite toucher à des complexités auxquelles un PLM ne pourra pas répondre. Bon, il y a d'autres raisons, mais là, je vous invite à nous contacter pour pouvoir en discuter plus précisément. Une autre question de Maëva, avons-nous besoin d'un PLM pour avoir un PIM? Alors là aussi, je crois que c'est un sujet qui a été abordé. Hein. Effectivement, il y a beaucoup de sociétés qui aujourd'hui sont équipées d'une solution PLM. Donc là, la question de l'interface entre le PLM et le PIM ne se pose pas. Elle est évidente et même fondamentale. Mais pour une société qui ne disposerait pas de PLM, mais qui gérerait son information produit dans des fichiers Excel ou dans un ERP ou dans d'autres plateformes, évidemment, il s'agira d'alimenter le PIM avec ces informations provenant d'Excel. On l'a vu aussi tout à l'heure, hein, pour des sociétés qui basent principalement leur business sur du produit en négoce avec des fournisseurs. Le PIM pourrait être ouvert en portail à ces fournisseurs pour que ces fournisseurs viennent saisir directement l'information technique des produits. Alors, autre question de Gabriel. Le PIM gérant le contenu, est-il toujours pertinent d'avoir recours à un CDN comme Akamai pour optimiser l'accès aux photos et vidéos de grande taille sur le web ou mobile? Frédéric, je te laisse répondre à cette question. C'est une très bonne question parce qu'effectivement, on parle de diffusion. Durant ces dernières années, effectivement, sans rentrer dans les détails techniques, les structures cloud, SaaS, que ce soit Amazon, Azure ou GCP, ont beaucoup évolué. Et effectivement, je dirais que le CDN aujourd'hui, pour le Content Delivery Network, est véritablement la base
de la diffusion. Le client, je dis souvent, la marque est partout, les clients aussi. Il faut être capable d'offrir un site internet qui propose une optimisation de l'image au mieux le client ne peut pas attendre plusieurs secondes afin que l'image se charge. Donc c'est tout le but de ces CDN qui sont aujourd'hui complètement partie intégrée dans les solutions modernes de DAM, de PIM et de PLM. Donc dans tous les cas, oui, c'est important. On parle aussi de la vidéo, là aussi c'est important d'avoir avec des sociétés comme Akamai qui sont aujourd'hui partie tenante des systèmes. Moi je le vois beaucoup en France parce que là je suis sur un très gros projet effectivement de syndication. La plateforme Azure typiquement est parfaitement aussi adaptée à ça et être capable de faire du CDN, d'utiliser des optimisations logicielles, que ce soit image ou vidéo. Mais c'est parfaitement en tout cas au cœur du business actuel. Alors, on a beaucoup de questions, on va s'atteler à y répondre, hein. On a dépassé largement les 30 minutes, mais c'est pas grave, on est à votre disposition. On a une question de Steve, je pense qu'elle est pour toi aussi, Frédéric, celle-ci. Un PIM peut-il gérer des droits d'utilisation d'un média? Exemple, collaboration temporaire avec un mannequin pour mettre en avant un produit. Alors c'est là que Ça se justement, rappelle le rôle du DAM? ouais, tout à fait, je crois que et c'est là que là je dis toujours, et attention, au-delà des présentations PowerPoint des éditeurs de PIM qui de plus en plus vont vous expliquer qu'ils font une gestion d'asset management. Le pourquoi du DAM et du PIM finalement, c'est que le DAM, et notamment tout ce qu'on appelle le DRM, pour Digital Rights Management, est vraiment au cœur de la problématique du DAM. Aujourd'hui, chose qu'on n'a peut-être pas dit, l'asset, l'unique, l'élément primaire de l'asset management, c'est le document, là où dans le PIM, c'est le produit. D'accord? Donc évidemment, la gestion du droit à les diffusions est parfaitement gérée par les DAM. Alors, pas forcément très bien par tous les DAM, là aussi il faut faire attention. Mais par exemple, je citerai une société comme Imatag, une société française, on va faire du cocorico, qui est capable aujourd'hui, parfaitement intégrer les solutions de DAM et de PIM, de suivre le cycle de vie de l'asset dans le système, mais aussi à l'extérieur du système. Donc ça, c'est important. Et ça, c'est géré dans le DAM. Le DAM aussi va être capable de gérer ce qu'on appelle les User Rights Management, c'est-à-dire la gestion des droits pour un groupe, une organisation, un client, un groupe, un utilisateur. Et on doit avoir complètement cette gestion, cette dichotomie complète sur la gestion des droits. Et tous ces éléments que je vous dis, bah, ça fait partie, j'aime bien le reciter, puisque c'est aussi un peu mon rôle avec les amis d'Adam Foundation, ce qu'on appelle les 10 core features. Et là aussi, il faut savoir que 30% des acteurs échouent à cette certification. Donc là aussi, attention, il faut être accompagné pour savoir quel bon acteur, en tout cas, choisir. Très bien, merci Frédéric. Allez, on va prendre une dernière question. Alors en fait, c'est deux questions, mais que je vais essayer de rassembler en une. Question de Ludovic. Vous ne citez pas l'option de réaliser un PIM maison qui embarque des solutions et composants open source et qui permettent de créer un PIM qui corresponde au process de l'entreprise. Ça, c'est la première partie de la question. Et effectivement, il y a dans les solutions qu'on a montrées tout à l'heure, dans le nuage, des solutions open source. Tu peux nous en parler. Et puis ensuite, alors pardon, j'ai eu une question entre-temps, vous n'insistez pas suffisamment sur les difficultés de collaboration avec les éditeurs lorsqu'il y a des fonctionnalités manquantes. Délai et coût sont des points de friction avec les éditeurs. Alors peut-être une raison supplémentaire de se faire accompagner. On sent de l'expérience client, ouais, mais c'est vraiment des choses en plus que je vis souvent au quotidien. Oui, effectivement, alors pourquoi l'open source? Alors c'est vrai que dans ce nuage des solutions, des solutions comme Pincor, Akeneo sont à la base des solutions open source. Maintenant, il faut bien voir, c'est open source effectivement, mais après, la plupart de ces sociétés que je vous ai citées, finalement, finissent par vous vendre un cocktail entreprise parce qu'il faut du service, de la maintenance, etc. Pourquoi pas ce qu'on appelle du homemade? Je dirais qu'il y a, moi j'ai commencé le PIN typiquement dans les années 2000, en 2005 d'ailleurs avec le Pincor dans sa première version. Partir sur du homemade c'est compliqué, c'est-à-dire que moi je dis toujours attention danger, je dis pourquoi pas. Ben, il faut une cellule technique, il faut être aussi se projeter dans le temps. Une solution homemade, et pour l'avoir vécu avec bonheur et malheur quelquefois sur ces 10 dernières années,
bah, il faut en tout cas être capable de garder ses talents, et ça c'est un souci. Il faut être capable de se projeter. Maintenant, versus les technologies aujourd'hui, c'est quand même compliqué de proposer l'état de l'art. Et très souvent, le home-ed va être un peu source de frustration, de blocage technique, et quelquefois, on va repartir de zéro. Donc, je dirais que, évidemment, il faut être capable de choisir le bon éditeur, vraiment de le stresser, hein. C'est-à-dire que là aussi, je reviens et je répète, une présentation PowerPoint, c'est très bien, mais suite à un RFP, on peut partir sur un POC, un Proof of Concept, utiliser vos fichiers clients. Moi, je sais que très souvent, lors des démonstrations, je ne laisse pas l'éditeur faire, je lui fournis des fichiers, je lui fournis des démos scénarios, et ça, c'est la clé pour mettre en danger les éditeurs, pour les remettre au cœur de la problématique du client. Donc, en tout cas, je suis en parfait accord avec ces questions. Attention danger, donc il faut se faire accompagner. Merci Frédéric. Voilà, on arrive à la fin des questions. On vous remercie chaleureusement pour votre participation. Vous avez nos contacts sur la diapositive, donc contactez-nous avec plaisir. Et puis on vous rappelle le prochain webinaire, pourquoi le retail doit revenir à l'essentiel, jeudi 19 mars à 10h30. Merci, bonne Merci, au journée à revoir. toutes et à tous.